Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu aujourd'hui, le retour de ma franchise préférée qui nous prouve encore une fois que la vie trouve toujours un chemin. Aujourd'hui, c'est Jurassic World Renaissance. Jurassic World Renaissance, nouvelle production des studios Amblin et Universal Studios, c'est un film d'action et de SF sorti le 4 juillet 2025 et réalisé par Gareth Edwards, connu pour être un excellent réalisateur. Il est connu notamment pour avoir réalisé Godzilla 2014, Star Wars Rogue One, mais également The Creator. 5 ans après les événements de Jurassic World le monde d'après, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales, isolées aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Une experte, Zora Bennett, est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN des 3 plus grands dinosaures du monde, regroupés sur une île isolée renfermant le tout premier laboratoire de Jurassic Park de Jeune Amande, où ont été créées des espèces mutantes, hybrides ou difformes, n'ayant jamais été révélées à l'humanité jusqu'à aujourd'hui. À force, ça va devenir une habitude. Mais pour les plus anciens sur cette chaîne, vous savez tous que je suis un fan absolu de cette franchise, que ce soit les différentes vidéos que j'ai fait au sujet de cette franchise ou encore les différents goodies que je possède en lien avec la saga Jurassic Park ou Jurassic World. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon classement des différents films de la franchise Jurassic qui est dispo dans la description. Donc pour simplifier, je suis un très grand fan de cette franchise. Et il était évident que selon moi, ce serait le film que j'attendrais le plus cette année. Beaucoup de gens l'attendaient comme moi et d'autres le redoutaient. Et maintenant qu'il est sorti au cinéma, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Concrètement, dans l'ensemble, pour un film que beaucoup de personnes considèrent comme ennuyeux ou n'ayant aucune structure dans l'ensemble, je vais pas vraiment être dans cet avis-là. Il est vrai que, à la différence de tous les films de la franchise Jurassic, celui-là a un aspect beaucoup plus différent que ceux de ses grands frères. En effet, il possède une approche, mais également une narration qui se rapproche à la fois de ce qu'on connaît déjà, mais qui s'éloigne également. C'est-à-dire qu'il propose une narration plutôt bien structurée, selon moi, à la fois agréable pour ceux qui veulent retrouver quelque chose de simpliste qu'on connaît déjà depuis les premiers films, mais parallèlement à proposer à la fois de l'originalité et de la nouveauté qui se colle parfaitement bien avec ce qui a déjà été raconté avec par exemple la franchise Jurassic World. On a cette impression, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas qu'une impression. Puisque par exemple, pour vous donner une idée, le scénariste qui a été en charge de ce film n'est nul autre que David Koepp, qui est notamment le scénariste des 2 premiers films de la saga Jurassic, plus précisément Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2. Et dans l'ensemble, on retrouve à peu près la patte narrative qu'on avait pu déjà voir dans le premier et deuxième film Jurassic. D'un côté, on a le droit à une narration qui met en avant le côté d'émerveillement et de découverte à l'égard d'une espèce qui a été ramenée à la vie. Et de l'autre, on a le droit à une narration qui a un penchant un peu horrifique et qui met en avant, surtout un point d'honneur, sur le côté menaçant et dangereux d'avoir essayé de se prendre pour Dieu, et notamment avec les créatures hybrides qui ont été présentées dans ce film. Alors, les hybrides et tout, c'est un sujet qu'on connaît beaucoup maintenant depuis Jurassic World de 2015, étant donné que pour beaucoup maintenant, les dinosaures, ça reste des animaux, tout ce qu'il y a plus banal. Sincèrement, comment on peut se dire que des dinosaures, c'est ennuyeux? C'est des dinosaures, putain! Sincèrement, je trouve qu'il y a des gens qui sont durs à son égard. Oui, il n'est pas parfait. La chose qui me retient le plus à l'esprit, c'est par exemple la prise de décision de certains personnages qui est parfois insensée. Mais contrairement à 2 films qui me viennent à l'esprit, dont un en particulier, je tiens à le féliciter, plus précisément à lui donner le mérite, d'avoir non seulement proposé une histoire qui revient à peu près à quelque chose qu'on connaît déjà depuis les 3 premiers films, mais de l'autre, de proposer une continuité assez respectueuse avec la 2e trilogie de cette franchise. Autrement dit, à la fois de proposer quelque chose qui est respectueux envers la franchise, mais également quelque chose de respectueux envers les spectateurs, mais plus précisément envers les fans de Jurassic Park. C'est quelque chose que je vous avais déjà précisé pour le cas de Jurassic World Dominion, qui est pour beaucoup le pire film de la franchise, alors que pour moi c'est celui-là, puisque contrairement à celui-là, Jurassic World Dominion, lui aussi,
avait essayé de non seulement réparer les conneries qui ont été faites par la plupart de ses grands frères, mais en plus de proposer quelque chose qui revenait aux sources. Jurassic World Rebirth, lui, fait exactement la même chose, mais en proposant réellement une histoire à la fois intrigante, quelque peu horrifique, mais par-dessus tout assez divertissante dans l'ensemble, qui fait de ce film un bon divertissement d'été, mais par-dessus tout un excellent film en termes d'échelle de blockbuster, sans oublier qu'il apporte également des notions qui poussent à la réflexion, notamment sur nos droits, sur la modification génétique ou encore sur la manipulation des espèces qui ont été ramenées à la vie, qui sont des notions qui sont à chaque fois remis en avant sur toute la franchise tout le long. Sans compter que ce qui est le plus fort dans ce film, contrairement à d'autres films, c'est que selon moi, de toute la franchise Jurassic World, celui-ci représente l'une des qualités visuelles les plus beaux. Après Jurassic World Fallen Kingdom, il ne faut pas abuser. Sincèrement, on a le droit à des plans qui certes ne seront pas mémorables comme pour le premier film, mais qui restent pour autant marquants à l'esprit puisqu'ils sont extrêmement bien faits dans l'ensemble, notamment en jouant sur le point de vue de l'échelle, en donnant cette impression de grandeur que représentent les dinosaures, en mettant une différence d'échelle entre un humain et un dinosaure. Je pense notamment à cette scène qui est excellente, je trouve, dans l'ensemble. Et sincèrement, c'est ce qui fait un peu le charme de la réalisation de Gareth Edwards. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on avait déjà pu voir à travers sa filmographie, c'est qu'il est très connu pour vraiment s'amuser à jouer sur les différentes échelles de grandeur. Sans compter qu'au-delà de l'excellente qualité visuelle apportée aux dinosaures, on a le droit également à une bonne immersion visuelle sur la colorimétrie, proposant vraiment des ambiances très diverses, mais qui collent parfaitement avec les tons, plus précisément les genres qui sont employés au travers des différentes scènes du film. Sincèrement, je vous invite à me dire ce que vous ne trouvez pas bien fait dans l'immersion visuelle. Sincèrement, il y a du très gros niveau. En même temps, c'est ce qu'on attend d'une production à grande échelle américaine et surtout pour la franchise Jurassic Park, Jurassic World. Surtout après avoir vu plus précisément comparer celle de Jurassic World Dominion, il n'y a pas photo, ils se sont améliorés mais à un niveau que tu n'imagines même pas. Pour le cas de la musique, c'est Alexandre Desplat qui était responsable des compositions de ce film. Si vous ne le connaissez pas, il est connu pour avoir fait quand même de belles compositions dans l'ensemble, notamment celle du film La forme de l'eau, The Grand Budapest Hotel, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2, The Imitation Game, ainsi que The King's Speech. Alexandre Desplat, si je vous en parle, c'est qu'il est très connu pour faire partie des meilleurs compositeurs modernes. En effet, il a acquis ce respect pas pour avoir proposé des compositions à grand spectacle hollywoodien comme a pu faire par exemple Hans Zimmer, mais en proposant surtout des compositions beaucoup plus délicates et introspectives. En effet, il a toujours su proposer des musiques raffinées et subtiles qui ont toujours eu comme objectif d'être au service de l'image. Ce qui est une réussite puisque à travers ses compositions, il arrive tout de même à capter l'émotion sans excès, mais ce qui est le plus fort avec son style, c'est qu'il a un style plus précisément qui pourrait être comparable à celui d'un caméléon, où il arrive toujours à s'adapter peu importe le film pour lequel il doit composer. En effet, puisque même s'il a un style assez proche dans l'ensemble, son style reste quand même assez divers, peu importe le film qu'il doit composer, qui permet d'avoir quand même une sacrée panoplie d'immersion sonore dans l'ensemble. Ce qui est également le cas dans ce film, puisque bien évidemment, la plupart du temps, on a bien sûr le droit aux magnifiques compositions de John Williams, qui restent bien sûr indétrônables, mais on a également le droit à de belles compositions de sa part, qui arrivent tout de même à se faire remarquer et qui propose tout de même une bonne immersion sonore dans l'ensemble. Elle ne restera pas mémorable comme celle des compositions de John Williams, ça je vous le dis tout de suite, je vous l'affirme haut et fort, mais cela reste tout de même un excellent travail. Ça propose à la fois d'excellentes compositions en termes de récit, proposant un bon accompagnement pour des musiques qui habillent, mais également proposant des musiques, la plupart du temps, qui racontent, qui permettent d'avoir un vrai intérêt moral et de développement narratif sur certains personnages, plus précisément sur les personnages principaux, parce qu'il est vrai que le reste des personnages pourrait laisser à désirer. Au-delà du trio en tête sur le casting de ce film, l'ensemble des personnages de cette histoire, il y en a certains qui sont attachants et drôles, il y en a d'autres qui sont sympathiques, mais dans l'ensemble, il y en a tout de même certains, j'ai eu du mal avec eux. Parce que sincèrement, ils prennent des décisions qui fait qu'ils me paraissent comme des personnages un peu débiles. Et ça va me faire mal de l'admettre,
surtout pour un film de la franchise Jurassic, mais j'ai eu cette impression d'avoir un niveau de débilité qui se rapprochait des personnages d'Alien Covenant, qui, pour rappel, est selon moi le pire film que j'ai pu voir dans ma vie. Au-delà des personnages humains, pour ce qui s'agit notamment plus précisément de l'antagoniste de ce film, à savoir le T-Rex, alors ce n'est pas du tout un spoil, ça a été précisé dans les bandes annonces de ce film, sincèrement, je trouve que c'est un personnage, plus précisément une créature, un antagoniste, qui aurait mérité beaucoup plus de temps à l'écran. C'est-à-dire qu'on a le droit à une belle continuité sur les conséquences de la modification génétique sur des espèces qui ont disparu depuis des milliers d'années, qui est une chose qu'on a déjà pu voir énormément de fois. On a pu le voir notamment avec lui. Sans oublier ce petit bonhomme mignon. Donc oui, on peut avoir des fois des créatures qui sont horribles. Et pour le cas du T-Rex, c'est également le cas. Non seulement il est à la fois la créature la plus massive qu'on ait pu voir dans un film Jurassic, mais ça reste en plus une créature qui pourrait être la plus grande des menaces pour lesquelles on doit faire face. Sans compter que sur sa manière d'agir, il donne cette impression, comme pour le cas par exemple de cette créature-là, plus précisément l'Indominus Rex, d'être une créature extrêmement rusée mais surtout sadique. Et je me réfère notamment à la scène d'intro du film dans le laboratoire. J'avais de la peine pour les victimes. Le casting de ce film mérite selon moi une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu bien sûr le droit à la présence de Scarlett Johansson, qui est l'une des actrices les plus belles du monde hollywoodien. Si vous la connaissez pas, notamment elle a pu jouer Black Widow dans l'univers Marvel. Hors de ça, elle a également joué dans To the Moon, Her. Je vous l'avais également présenté dans ma critique de Transformers, le commencement, qui est aussi dans la description si ça vous intéresse. Jojo Rabbit. Et si ça vous intéresse, elle a joué avant tout dans 2 films que peu de personnes connaissent dans ses débuts de cinéma, à savoir dans Arak Attack et dans Maman, je m'occupe des méchants. Jonathan Bailey, si sa tête vous semble familière, c'est normal étant donné que je vous l'avais présenté dans ma critique de Wicked. Et hors de ce film, il est également prévu qu'on le voit dans la suite de ce film. Hors de ça, il est également connu pour avoir joué dans Follow Travelers, ainsi que dans les chroniques de Brit Gerton. Mahershala Ali, alors désolé pour la prononciation, il a été vu par exemple dans le film Alita Battle Angel, Green Book, Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse que je vous avais aussi présenté sur ma chaîne YouTube et qui est aussi dispo dans la description, Swan Song, Hunger Games 3 et 4, et il est prévu qu'on le voit prochainement dans le film Blade. Luna Blaze a été vue dans Manifest, Memoria, ainsi que dans Concrete Kids. Rupert Friends, lui, a été vu dans Orgueil et Préjugés, Homeland, ainsi que dans Anatomie d'un scandale. David Lacono, lui, a été vu dans Dead Boy Detective, L'été où je suis devenu jolie, ainsi que dans Cinnamon. Manuel Gracia Rulfo, lui, a été vu dans Les 7 mercenaires, Sicario 2, Le crime de l'Orient Express, ainsi que dans Le pire voisin au monde. Audrina Miranda, hors de ce film, elle est seulement connue pour avoir joué dans The Phoenix. Moi qui m'attendais à essayer de faire des efforts pour comprendre le film, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même très plaisant. Alors oui, on ne pourra jamais retrouver ce qui a fait le charme du premier film. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre et que beaucoup de personnes n'arrêtent pas de se plaindre en vidéo. Parce que je vois des critiques tourner partout que ce film est le pire de toute la franchise ou qu'il est catastrophique. Les gars, non, je suis pas du tout d'accord. Même en essayant de ne pas être objectif, comment voulez-vous pas trouver des qualités à ce film? Sincèrement, oui, il y a des défauts, je ne vais pas le cacher. Le cas des décisions de certains personnages peuvent laisser à désirer. Mais dans l'ensemble, cela reste un excellent divertissement en proposant une bonne narration dans l'ensemble, à la fois très divertissante mais qui se rapproche quelque chose de très connu depuis les premiers films, tout en proposant quelque chose d'original, une qualité visuelle qui est dans l'ensemble excellente et qui nous fait reconnaître la patte artistique du réalisateur depuis ses différents films, des compositions musicales plus que honorables qui permettent une immersion sonore plutôt bonne dans l'ensemble, et malgré le fait de ce que j'ai dit auparavant, une bonne composition de personnages qui ont eu le droit quand même à de bons moments dans l'ensemble dans ce film. Malgré tout ce qu'on pourrait dire,
Il s'agit tout de même d'un excellent film de divertissement, plus précisément d'un excellent film blockbuster, qui reste tout de même dans la bonne continuité historique et respectueuse envers les fans de la franchise, mais plus précisément en la franchise en lui-même. Mais si on doit retenir une chose à l'égard de ce film, c'est que malgré le fait qu'il s'agit maintenant du 7e film de la franchise, je reste fermé à l'idée qu'il faut continuer à faire des films de cette franchise. Alors oui, ça pourrait paraître bizarre pour quelqu'un comme moi qui n'arrête pas de critiquer par exemple les remakes live de Disney ou encore des suites qui n'arrêtent pas d'être enchaînées les uns à la suite des autres. Mais pour le cas de Jurassic Park et Jurassic World, c'est un cas à part. Même s'il s'agit de ma franchise préférée, ça va au-delà de ça. Comme je vous l'ai dit, ce n'est quelque chose qui ne sera plus aussi savoureuse qu'avant. Ce n'est pas quelque chose qui va être marquante. Mais c'est quelque chose qui permet à la fois de passer un excellent moment, mais aussi de faire découvrir à la jeune génération de tout nouveaux films sur une saga qui continue encore d'exister. Puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la vie trouve toujours un chemin. Et malgré le fait qu'il possède des défauts, je ne peux pas m'empêcher de dire que ce film fait partie, selon moi, des meilleurs films de la franchise dans l'ensemble, possédant tout de même une panoplie de qualités qu'on ne peut pas nier. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Jurassic World Renaissance est un film qui mérite la note de 18 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.